Je suis content d'être ici. J'ai regardé dans mes notes, le dernier coup où je suis venu, c'était en mars 2016. Fait que je ne sais pas ceux qui étaient là en mars 2016, peut-être que vous me reconnaissez. Sinon, ben, moi, je ne reconnais pas. Il y a plusieurs visages que je ne reconnais pas. Fait que c'est encourageant, ça. Ça veut dire qu'il y a plein de gens qui se sont ajoutés depuis ce temps-là. Gloire à Dieu pour ça. Ce que je voulais qu'on regarde ce matin, c'est les dessous de l'évolution. C'est un peu comme le cours 101 qu'on peut appeler de base, qui parle de ce sujet-là, la création et évolution. Puis en guise d'introduction, juste pour vous présenter, si on peut enchaîner à la prochaine, il y a un sondage qui a eu lieu en 2017. Fait que ça fait à peu près un an de ça, puis ça a été fait, c'est un sondage CROP. Fait que c'est quelque chose de quand même, on peut s'y fier là, au Canada. Puis la question était posée, était simple. La Terre fut créée par Dieu telle qu'enseignée dans les textes religieux ou la Terre existe depuis des milliards d'années et la vie s'y est développée sous forme de cellules et a évolué jusqu'à nous. Ça, c'est la question qui était posée aux Canadiens. Et moi, j'ai été très surpris des résultats. Je ne sais pas si ça va t'afficher. Ouais. 40% des Canadiens croient que la Terre a été créée par Dieu telle qu'enseignée dans les textes religieux. Ça représente 14 600 000 personnes au Canada. J'étais surpris parce que la création versus l'évolution, mettons, on n'a pas la même visibilité. Hein? Tout ce que les gens appellent science, école, vont parler d'évolution, les gens sont enseignés là-dedans. Mais malgré ça, 40% des Canadiens vont croire à la création. Puis le journaliste, je vais lire, j'ai traduit qu'est-ce qu'il avait écrit. L'analyste du sondage a dit que c'était étonnant. C'est en effet le cas, parce qu'on enseigne l'évolution. Puis son commentaire, c'était « Une analyse fine des caractéristiques des tenants de la vision biblique de la création laisse observer une grande difficulté à s'adapter à la vie et à ses incertitudes et à ses risques. Ces individus se sentent dépassés par le monde dans lequel on vit. Ils perçoivent des menaces personnelles ainsi qu'une perte de repères. » Je trouve que c'est un peu condescendant comme analyse de parler de 14 600 000 personnes comme ça. De dire que c'est des gens un peu mal adaptés, là, qui ne sont pas capables de suivre là, comment ça se passe dans le monde. Mais c'est la vision des gens, malheureusement. Souvent qui croient à l'évolution, ils vont avoir même une hargne. Des fois, ça va être agressif. Ils vont s'opposer à Dieu complètement, puis qu'est-ce que Dieu peut enseigner dans la parole. Si on parle du Québec maintenant, selon vous, est-ce que c'est mieux que le reste du Canada? Non, hein? Effectivement. Au Québec, 36% seulement vont croire à la création, mais ça représente quand même 3 millions de personnes au Québec. C'est quand même une bonne portion. Puis si on regarde les 18-24 ans, ça, c'est ceux qui ont sorti de leur école secondaire, qui sont rentrés cégep ou université ou ils sont sur le milieu du travail, mais là, on tombe à 30%. Puis c'est conséquent avec ce qu'ils sont enseignés. Hein, depuis longtemps, leurs parents ont été enseignés sur l'évolution, puis maintenant, eux, c'est ça qu'ils en prennent, fait que c'est rendu générationnel. Quand moi, j'étais à l'école, on entendait encore parler de la création. Dans le cours d'histoire, pas dans le cours de sciences. Dans le cours d'histoire, il disait, OK, il y a des gens aussi qui vont croire qu'il y a eu Adam et Ève, que là, Dieu avait créé. Il le mentionnait maintenant. Peut-être dans le cours d'éthique et culture religieuse, ils vont en parler parce qu'ils touchent à tout. Mais c'est pas enseigné, certainement pas présenté d'une façon crédible. Fait que, sur ça, on va pouvoir sauter dans le sujet. Mais d'où vient ça, l'évolution? C'est quoi son origine? Hein? Certes, l'origine de ça, ça remonte bien avant Darwin, avant même qu'il y ait des expériences scientifiques qui aient pu être faites. C'est les philosophes grecs, comme on a peut-être ceux qui connaissent Leucippe, Démocrite, Épicure, ils expliquaient l'univers par le hasard. Eux, ils ne voulaient pas faire intervenir de Dieu. C'était un peuple polythéiste, hein, les Grecs, qui croyaient à plusieurs dieux. Un dieu pour la fécondité, un dieu pour la guerre, un dieu pour la pêche, un dieu pour les semences, un dieu pour... il y avait des dieux pour tout. Fait que là, ces philosophes-là, ils étaient un peu en rébellion à ça, puis ils disaient non, ça se peut pas qu'il y ait des dieux pour tout. Puis leur dieu, c'était comme des super-humains. C'était pas un dieu infiniment grand. C'était comme des dieux plus grands que les hommes, mais c'est ça. Fait que ces gens-là, ces philosophes-là, ils s'opposaient à ça. Fait qu'on voit que ça a une base philosophique et non pas scientifique, la théorie de l'évolution. Puis pour eux, tout était constitué d'atomes ou de vide. Fait que c'était de la matière ou du rien. Fait qu'on était un mélange, nous autres, de matière. Puis l'espace, bien ça, c'était du vide. Puis tout était... c'est le concept qu'il y avait.
Puis là, sur ça, on laisse aller plusieurs centaines d'années, puis on arrive à Darwin, celui que vous connaissez probablement mieux. Pour Darwin, lui, son livre qu'il a écrit, L'origine des espèces, ça fait bientôt 160 ans que ça a été écrit. Il amenait de l'eau au moulin à ce concept-là qui existait déjà en apportant la notion de sélection naturelle. Fait que la nature a évolué. Lui, il disait que les choses avaient évolué par la sélection naturelle. Pour lui, la vie, c'était quelque chose de simple. Darwin, c'est en 1959 qu'il a écrit son livre, Les origines des espèces. 1859. À cette époque-là, on découvrait l'ADN. La même année, on ne connaissait rien de la génétique, des mutations, ces choses-là. Fait que pour lui, c'était simple. Fait que là, juste une citation de son livre. « La vie est apparue dans un petit étang chaud dans lequel il y avait un riche bouillon de produits chimiques organiques à partir desquels s'est formé une première organisme primitif à la suite d'une longue période d'incubation durant les temps géologiques. » Fait que pour Darwin, là, ça s'est passé dans un marécage, là, puis là, il faisait chaud là-dedans, puis il y a eu des molécules qui se sont mélangées, puis pouf, la vie est apparue. Puis c'était simple dans sa tête. Maintenant, on connaît la vie, c'est complexe. Même la bactérie la plus simple qui existe est immensément complexe à comprendre. Fait que les choses ont bien changé depuis ce temps-là. Mais ça, c'est des choses qu'on entend peu parler. On va plutôt entendre parler de l'évolution comme des faits. Entre autres, quand on parle de l'origine de la vie, ce n'est pas un sujet que je vais aborder aujourd'hui. Les scientifiques n'ont aucune idée de comment la vie peut apparaître sur Terre encore. Même que l'hypothèse qui explore de plus en plus, c'est celle que la vie vient de l'espace. Puis parce qu'ils ne sont pas capables de concevoir un moyen que la vie ait pu se développer sur la Terre, elle doit venir de l'espace. Mais là, la question, mais la vie qui vient de l'espace, elle vient de où? Fait qu'on voit qu'il y a des grosses lacunes à ce niveau-là. La définition de l'évolution, parce qu'on va en parler un petit peu aujourd'hui. En biologie, l'évolution, c'est la transformation des espèces vivantes qui se manifestent par des changements dans leur caractère génétique au cours des générations. À partir d'une seule espèce, ces changements successifs, on voit des changements qui se succèdent, peuvent aboutir à la formation de nouvelles espèces, les espèces filles. Puis le phénomène de l'évolution permet d'expliquer l'origine de la biodiversité sur Terre. La biodiversité, c'est un grand mot, mais pour parler de la diversité de tout ce qui est vivant sur la Terre, autant des plantes, des poissons, des bactéries, des êtres humains, des mammifères. Tout doit s'expliquer avec une cellule souche originale. Puis les mécanismes de l'évolution, il y a deux mécanismes. Un, c'est la sélection naturelle. La sélection naturelle qui est, on va sélectionner ce qui est le mieux adapté. Puis le deuxième, c'est les mutations favorables. Il y a eu des mutations dans les gènes, puis là, qui a fait qu'il y a des nouvelles espèces qui ont pu apparaître. Ce qui est intéressant avec la sélection naturelle, c'est qu'on sélectionne ce qui existe. Vous êtes d'accord? On ne peut pas sélectionner ce qui n'existe pas. Fait qu'il faut que l'information soit déjà là. Puis là, la petite blague qui est là avec le castor, même si ce serait bien pratique pour le castor d'avoir une CHN dans les mains, ça n'arrivera jamais parce que ça n'existe pas dans son bagage génétique. Donc, la sélection naturelle, ce n'est pas un moteur d'évolution. Les mutations, c'est le seul moteur de création de nouvelles informations génétiques. Fait qu'il faut concevoir, si on parle d'évolution un jour qu'une bactérie simple qui est devenue un être humain, c'est par des mutations que ça s'est passé. Puis la sélection naturelle a juste sélectionné les nouvelles choses qui étaient ajoutées, mais c'est les mutations, supposément, qui ont ajouté ces choses-là. Puis on va le voir tout à l'heure, les mutations, ça n'ajoute pas grand-chose. Sélection naturelle, si on veut l'expliquer de façon simple, on va voir un papa oiseau et une maman oiseau. Ça, c'est ce que Darwin avait observé. Il avait été visiter les îles Galapagos, puis il y avait les pinsons. Puis il avait vu que sur les différentes îles, il y avait des pinsons avec des becs différents. Puis là, il avait dit « Oh, regarde, ils ont évolué. » Si je vous pose la question, le pinson était devenu quoi? Il était devenu un autre pinson. Fait que ça dépend de notre notion d'évolution. Je suis d'accord qu'il avait changé, ça, je suis d'accord. Puis on va le voir tout à l'heure, c'est une question de vocabulaire. Mais il n'avait pas nécessairement évolué comme on entend, partir d'une bactérie à devenir un être humain. Fait que là, on a un papa pinson et une maman pinson qui ont un bec moyen. Fait que le gros B, pour les gènes, c'est un gros bec. Le petit B, c'est pour un petit bec. Fait que là, les deux ont un bec moyen. Puis là, ils ont des enfants. Les enfants, la moitié des enfants vont ressembler à leurs parents. Ils vont hériter du gros bec ou de la mère du père, puis du petit bec de la mère du père. Ils vont sortir un beau mélange. Ils vont ressembler beaucoup à leurs parents. Mais un enfant sur 4, statistiquement, il va avoir un gros bec. Lui, il va avoir hérité du gros bec de son père, du gros bec de sa mère, qu'on le voit avec le gros B.
Puis un enfant sur 4, lui, ça va être le contraire. Il va avoir un petit bec. Puis il va venir de la même famille. Lui, il va avoir un tout petit bec parce qu'il va avoir hérité du petit bec de son père et du petit bec de sa mère. Là, sur cette île-là, on va les mettre sur une île comme Darwin a fait. Puis là, sur cette île-là, il y a une sécheresse. Puis la seule chose qui reste à manger, c'est les grosses noix dures. C'est lequel qui va survivre dans ces 4 enfants-là. Le seul qui va avoir le gros bec va survivre. Fait que là, il va être sélectionné par la nature, l'environnement. Puis à la fin, qu'est-ce qui va rester? Seulement des gros becs. Qu'est-ce qui va être éliminé? Le petit bec. Le petit bec n'existera plus. Fait que la sélection naturelle va choisir ce qui existe déjà. Mais si on la pousse à sa limite, qu'est-ce que ça fait? Ça fait disparaître même de l'information génétique. Ça n'en crée pas de la nouvelle, ça va en faire disparaître. Est-ce que ça va dans le sens de l'évolution? Non, il faut qu'on en fasse apparaître beaucoup dans le sens de l'évolution. Fait que vous voyez un petit peu qu'est-ce qu'il y en est. Puis ça, c'est une citation d'un évolutionniste qui parlait au propos de la sélection naturelle, puis il a dit « Oh, certainement que la sélection naturelle a été démontrée. » Puis en passant, les créationnistes, on croit que la sélection naturelle existe, on le voit, on l'observe. Le point intéressant, toutefois, est qu'il n'a que rarement, sinon jamais été démontré que la sélection naturelle a un lien avec l'évolution en ce qui a trait au changement à long terme dans une population. Il dit, la sélection naturelle, ça existe, mais ça n'a rien à voir avec l'évolution. Ça, c'est un évolutionniste qui s'en rend compte et qui fait cette citation-là. Qu'est-ce que les enfants vont apprendre à l'école? C'est que la sélection naturelle, c'est un moteur pour l'évolution. Je pense que c'est un danger de croire à ces choses-là. Maintenant, l'autre mécanisme, celui qui est supposé ajouter de l'information génétique pour qu'on construise des nouveaux organes, des nouvelles fonctions, pour qu'on parte d'une bactérie jusqu'à un être humain, ça, c'est les mutations favorables. Parce que s'ils ne sont pas favorables, les mutations, est-ce que ça va aider? Non, hein? Puis aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les mutations sont favorables ou défavorables? La plupart qu'on connaît sont très défavorables. Les maladies génétiques, on appelle ça l'entropie génique. J'ai une conférence là-dessus maintenant. Mais le génome humain, il se dégrade avec le temps. De génération en génération, on transmet à nos enfants des mutations qui vont les transmettre aux leurs. Puis c'est rien qui améliore l'espèce humaine. On a de plus en plus d'allergies, de maladies génétiques et de problèmes. Puis on les transmet comme ça parce qu'on accumule un bagage de mauvaises mutations avec le temps. Puis je vais vous l'expliquer un petit peu. C'est quoi une mutation favorable? C'est un changement au niveau de l'information génétique originale qui va se transmettre à la génération suivante ou non. Si la mutation arrive dans nos organes reproducteurs, les spermatozoïdes ou les ovules, bien là, ça va se transmettre à nos enfants. Sinon, on peut avoir des mutations juste dans notre corps qui vont nous tuer. Le cancer, c'est une forme de mutation. Fait que quand on a le cancer, ça ne se transmet pas nécessairement génétiquement à nos enfants, mais ça peut être quelque chose comme ça qui nous arrive. Puis, qu'est-ce que ça veut dire une mutation? Je vais vous faire une mutation. L'exemple que j'ai, c'est avec le verbe « aimer ». Puis je vais faire une mutation du verbe « aimer ». Notre code génétique, c'est de l'information. Comme le verbe « aimer », c'est de l'information. Ça veut dire, ça transmet un message. Puis là, je vais muter le verbe « aimer », puis je vais enlever une lettre manquante. Ça peut arriver dans nos gènes. Il va y avoir un morceau d'information qui va disparaître. Fait que le mot « aimer » devient le mot « amer ». Est-ce que ça veut dire la même chose? Est-ce que j'ai perdu l'information originale? Un petit peu. Hein? J'ai écrit une lettre à ma femme, c'est le 15 février. Fait que là, une belle lettre d'amour. C'est le 14 ou le 15? 14, je suis une journée en retard. Déjà, ça commence bien mal. Puis là, je fais une mutation dans le mot « aimer », puis je mets le mot « amer ». Je ne pense pas que le message va être reçu de la même façon. J'espère qu'elle va lire entre les lignes parce que ça ne voudra pas dire la même chose. Mais c'est la même chose dans notre corps. Puis la mutation, ça pourrait être une lettre à la mauvaise place. Des fois, c'est ça qui arrive. Dans ton code génétique, il y a une information qui se transfère de place. Qu'est-ce que ça fait? Ça change l'idée. Fait que ça pourrait être à la mauvaise place, ça devient Améry, où on remplace une lettre. On prend une lettre et on la change par une autre. Ça devient Aomer, ou des fois, tu as des mutations qui inversent le bagage génétique un peu, puis ça devient Rémia. Mais toutes ces choses-là changent le sens original de l'information. Fait que le mot « aimer » avait un sens, puis on veut qu'il dise quelque chose. Si on change son sens, ça transforme complètement le message qu'on voulait transmettre. C'est la même chose des mutations dans notre corps ou dans une bactérie. La mutation va transformer l'information qui avait déjà un sens et qui devait être transmise. Fait que les mutations favorables, il n'y en a pas vraiment qui n'ont pas d'impact. Ils sont que très rares
même très discutable. Même. Je vais vous présenter une petite vidéo. Le son, il est médiocre, mais il faut juste cliquer. Là, c'est une job de cliquage. Là. Can you give an example of a genetic mutation or an evolutionary process which can be seen to increase the information in the genome? Oups, la vidéo est comme bloquée, là, mais pas assez de valeur. Il y a un lag, mais il s'est fait poser la question. Ce monsieur-là, c'est Richard Dawkins, c'est un des plus grands avocats qui va parler d'évolution. Oups, ça va finir. C'est un des plus grands avocats qui parle contre le créationnisme et qui présente pourquoi le monde ne devrait pas avoir de Dieu puis que Dieu n'existe pas. Puis c'est un avocat pour l'évolution. Puis il s'est fait demander la question, est-ce que vous pouvez donner un exemple d'une mutation qui augmente l'information dans le génome? Puis on s'entend, si on est parti d'une bactérie à un être humain, il faut qu'il y en ait des milliards d'exemples comme ça. Puis le journaliste a demandé un exemple. Puis là, on ne le voit pas, mais il y a un blanc d'à peu près 20 secondes où il pense, il regarde, puis là, il cherche. Puis là, il dit, pouvez-vous arrêter un petit peu? Puis là, quand il recommence à parler, il change de sujet. Il change complètement le sujet, puis il ne répond pas. La raison, pourquoi? Puis ça fait longtemps que ça a été tourné, ça. Ça fait longtemps que cet exemple-là existe. Puis la raison, c'est qu'il n'y avait pas à l'époque d'exemples qu'il pouvait donner valables. Aujourd'hui, si on poserait la même question, la réponse serait encore la même. Les exemples qui sont donnés sont très discutables, puis souvent, on n'a juste pas eu le temps de fouiller assez pour découvrir qu'est-ce qui se passait au niveau de cette mutation-là. Il n'y en a pas d'exemples facilement, puis il devrait y en avoir des millions puis des milliards d'exemples si on est parti d'une bactérie à un homme. Puis là, on parle à un homme qui connaît ça, c'est sa vie, ça, parler de ça, d'évolution, puis il n'y avait pas de réponse. Moi, je trouve que ça parle beaucoup dans ce temps-là. Si on veut représenter l'évolution, ça, c'est la prochaine diapositive, la meilleure manière de le faire, c'est un arbre. L'évolution enseigne qu'un jour, tout est parti d'une cellule simple, une bactérie, qui ressemble à une bactérie. Puis là, avec le temps, c'est complexifié. C'est devenu, là, j'ai une ligne de crustacés qui est devenue ensuite des poissons, qui est devenu des amphibiens. Les amphibiens sont devenus des reptiles qui se sont divisés en deux branches, les oiseaux puis les mammifères. Les mammifères, il y a eu les primates. Puis après ça, il y a eu l'être humain. Puis le summum de la complexité, c'est la femme qui a été au bout de tout ça. je la fais à chaque fois. Il y en a peut-être qui l'ont entendu. Je dois l'avoir fait l'autre fois. Ça n'a pas été réfuté encore. Ça doit être scientifique. Non, mais l'être humain étant le sommet de la chaîne, mais l'évolution, pourquoi qu'elle aurait arrêté aujourd'hui? Il va y avoir quelque chose d'autre un jour. Mais si on regarde les mutations que les humains subissent aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il va y avoir de quoi de très bon un jour. Mais ça, c'est la meilleure façon de représenter l'évolution aujourd'hui, cet arbre-là. Puis l'évolution doit expliquer toute la biodiversité dans la nature. Si on regarde la prochaine, la revue Nature, c'est une des revues scientifiques aujourd'hui les plus cotées. Les gens qui réussissent à publier dans cette revue-là, c'est des gens qui sont très bien vus dans le monde scientifique. Puis ils ont publié en 2016 qu'ils avaient répertorié 1,2 million d'espèces vivantes différentes sur la Terre. Puis qui estimaient qu'il pouvait en avoir jusqu'à 8,7 millions, parce qu'il y en a qu'on n'a pas encore découvert, puis il y en a plusieurs autres. Puis là-dedans, il exclut les bactéries, le monde invisible pour nous, là. Ça, il les enlève. Fait que l'évolution doit expliquer, à partir d'une cellule, les 8,7 millions d'espèces vivantes qui existent, plus ceux qu'on ne connaît pas, puis plus les bactéries. Puis ça doit être expliqué au travers des temps géologiques. Là, on parle, la première cellule serait apparue il y a 3,8 milliards d'années, selon eux autres. Quand je dis que ça prend des mutations favorables là, pour répondre à ces 8,7 millions d'espèces-là, ça en prend des tonnes, des millions puis des milliards de mutations. Puis on n'est pas capable de donner un exemple. Mais il faut que ça soit expliqué par l'évolution. J'ai fait un petit schéma, des fois on n'a pas d'idée, là. Juste la prochaine diapositive, là, tu la laisses aller. Là, on parle du monde microscopique, comme les bactéries. Après ça, tu as des cellules un peu plus complexes, mais unicellulaires, qui ont des fonctions à l'intérieur de la cellule. Tu vas tout avoir la gamme de plantes aquatiques. Après ça, les coraux, qui sont des animaux, pas des plantes. Hein? Ça, il y en a une très grande diversité. Les champignons, autant les champignons qui vont te donner la maladie du pied d'athlète que les autres champignons qu'on va manger dans notre assiette. Les fleurs, les arbres, les conifères, puis les petits bonsaïs, les gros séquoias. Les crustacés, ça mesure 1 mm, la petite Daphné, avec un homard qu'on mange. Les poissons, avec toute la diversité qu'il y a dans l'océan.
des affaires pour pogner les poissons, les vers, mais il y a plusieurs sortes. Les insectes, il y a des centaines de milliers d'insectes différents. Les arthropodes à 8 pattes, ça aussi, il y en a plusieurs. C'est plusieurs dans la famille. Les amphibiens, on a les reptiles après, qu'on va voir. Là, j'ai mis un caméléon, les reptiles qu'on connaît aujourd'hui, qu'on voit. Ceux qu'on ne voit plus aujourd'hui, qui sont éteints, comme les dinosaures. Toute cette diversité-là doit expliquer les oiseaux avec leur splendeur, leurs belles couleurs parfois. Les animaux, les mammifères. Puis là, selon l'évolution, les mammifères terrestres ont décidé un jour de retourner dans l'eau. Puis là, il y a les mammifères aquatiques. Puis là, j'ai pas mis l'homme, mais on pourrait mettre le primate puis l'homme au bout de ça. Tout ça, ça doit être expliqué au cours de 3,8 milliards d'années à partir d'une cellule avec des mutations puis la sélection naturelle. Quand on sait que la sélection naturelle n'est pas un moteur pour créer rien de nouveau puis que les mutations, on n'a pas d'exemple de rien de nouveau de créer, je pense que ça prend un peu de foi pour croire à l'évolution. Même, je dirais, beaucoup de foi. Mais c'est intéressant. L'arbre, tantôt, je présentais un arbre, là, un petit schéma, là, juste la prochaine diapositive. L'arbre, ça devrait ressembler à quoi? Juste un autre coup, vous allez voir. Ça devrait ressembler à ça, l'arbre évolutif, parce qu'on parle des bactéries, puis on a tous les organismes. Puis au bout de chaque branche, là, il serait supposé avoir 8,7 millions de branches au bout du compte. Fait que c'est énorme, c'est grand quand on parle de ça, puis c'est présenté d'une façon simpliste, malheureusement, trop souvent. Il y a une philosophie en arrière de ça qui s'appelle le naturalisme. C'est la prochaine diapositive. Le naturalisme, c'est tout ce qui existe vient de la matière. Tout doit être expliqué en termes de chance, de temps et de lois naturelles qui vont agir sur la matière. Qu'est-ce qui est exclu là-dedans? Il y a un mot de 4 lettres qui est exclu. Dieu. Oui. La philosophie en arrière de l'évolution, le naturalisme exclut a priori Dieu. Ils ne veulent même pas le mettre dans l'équation. Puis il dit que tout ce qui existe devrait être expliqué en termes de chance, de temps et de lois naturelles qui vont agir sur la matière. Pourquoi la chance? Parce que si Dieu n'existe pas, ce n'est pas un processus intelligent, pensé et ordonné. La seule chose qui reste, c'est le hasard. Le hasard, là, il y a eu un boom cosmique un jour. Les particules se sont éparpillées partout, ils se sont rassemblés pour faire des atomes, puis les atomes se sont assemblés pour faire des molécules. Il y a des planètes qui se sont faites, il y a des systèmes solaires qui se sont faits. Tout ça, c'est le hasard. Il n'y a rien de dirigé ou rien d'intelligent. Même la vie qui a l'air designée, j'ai une conférence là-dessus, c'est celle que j'avais faite en mars. Les évidences d'un designer, même qu'est-ce qui a l'air designé, il faut que ça vienne d'un hasard. Ça ne peut pas l'être designé. Le deuxième élément, tout doit être expliqué en termes de chance et de temps. Pourquoi le temps? Parce que si ça vient de la chance, là, la complexité qu'on a aujourd'hui, on est mieux d'y mettre gros du temps. Parce que là, tu flippes puis tu tombes sur la combinaison parfaite. Là. Fait que ça va nécessiter vraiment beaucoup de temps. Puis des lois naturelles, tout doit être expliqué en termes de lois naturelles. Fait que faut que la gravité, les attractions moléculaires, l'électromagnétisme, les lois de l'espace-temps, la thermodynamique, tout ça doit être capable, puis devrait être balancé parfaitement pour que la vie arrive, sinon il n'y aurait rien de possible. Fait que ces lois-là, eux autres, mais d'où est-ce qu'ils viennent? Bonne question. Hein? Qu'est-ce qui a établi ces lois-là? Pour que l'univers existe aujourd'hui, là, tout, il faut que ça soit balancé là, comme un rasoir sur un cheveu qui enlignerait un paquet de choses. Là. C'est vraiment incroyable l'ordre qu'il y a dans l'univers pour que la vie soit possible, même sur la Terre. C'est des choses qui nous dépassent. Ma question, c'est d'où ce qui viennent ces lois-là? Si on veut exclure quelqu'un qui établit les lois, hein, celui qui donne les lois, hein, c'est une bonne question. Ou d'où vient la matière? D'où est-ce qu'elle vient, elle, cette matière-là? Mais tout doit s'expliquer, quand on parle d'évolution, en dehors de Dieu, en termes de chance, de temps et de lois naturelles. Si on continue, la prochaine, c'est une représentation schématique de qu'est-ce qu'on croit quand on croit à la création. C'est très différent. Quand on croit à la création, on croit que Dieu a créé chaque espèce individuellement. Dans la Bible, dans la Genèse 1, c'est écrit 10 fois. Le mot « selon son espèce » revient 10 fois. Je pense que dans la Genèse, Dieu voulait spécifique dire « moi, j'ai créé les choses selon leur espèce ». La traduction de ça en anglais est beaucoup meilleure qu'en français parce que la traduction en anglais, c'est « kind ». Kind, ça veut dire le genre, selon le genre et la famille. Fait que Dieu n'a pas créé le labrador. Dieu a créé le genre canin, qui inclut les loups, les coyotes, les chiens, les renards. Il a créé le genre. Puis là, après ça, Dieu a dit les êtres vivants vont se reproduire selon leur espèce, leur genre ou la famille.
Puis c'est ce qu'on voit ici. On voit où ce que Dieu veut avoir créé les bovins. Dans les bovins, mais tu vas avoir des buffles, tu vas avoir des vaches Holstein qui nous donnent le lait, tu vas avoir les vaches à bœuf de l'Ouest. Mais c'est tout le genre bovin. Puis avec la possibilité dans leur gène de se diversifier, de s'adapter à l'environnement qu'il va avoir. Ensuite, il y a eu un déluge universel, qui a tout effacé, trace de vie à part Noé, sa famille, la paire d'animaux mâles et femelles qui avaient entré dans l'arche. Puis eux, ils ont continué à la suite, ils ont sorti de l'arche. Encore une fois, quand Dieu dit de faire venir un mâle et une femelle de chaque famille ou de chaque genre dans l'arche, pas toutes les sortes de chiens qui existent, tout ça. Puis là, il y a une belle conférence à faire sur le déluge, mais les animaux ont sorti de l'arche puis ont continué à se diversifier, s'adapter à leur environnement, comme ce que Darwin a vu, les pinsons qui changeaient de grosseur de bec, mais un pinson restait toujours un pinson. Puis ça, c'est ce qu'on croit en termes de création. Si on veut l'imager un petit peu, je le montrais dans la prochaine diapositive, tu peux avoir la famille canin, où ce que c'est les chiens, les chacals, les loups, les dingos. Ça, c'est toute une famille aux yeux de Dieu, c'est le genre. Après ça, tu peux avoir les chats, la famille des félins. On sait qu'un tigre puis un lion, c'est capable de s'accoupler et avoir une descendance qui peut se reproduire. Si ça, c'est possible, c'est parce qu'ils sont dans la même famille ou le même genre. Puis avec la diversification, un jour, ça ne devient plus possible, ces choses-là. Mais il y a un temps ou une époque que c'était la même famille, le même genre. Puis on continue le genre équestre, les chevaux, les bovins, même chose. On peut parler de la même chose avec les dinosaures. On se fait dire qu'il y a plusieurs familles, plusieurs espèces de dinosaures à long cou. Mais est-ce qu'on peut penser que c'était une famille que Dieu avait créée puis qui pouvait se diversifier? Ou les tricératops, ils retrouvent des dinosaures avec 3 cornes, certains avec une corne, certains avec plein de cornes, mais c'était une famille, un genre comme Dieu l'avait créé. Ça, c'est une notion des fois qu'on perd de vue, puis on pense que Dieu a embarqué les 8,7 millions d'espèces dans l'arche. C'est pas ça. Il a embarqué des représentants de la famille qui avaient dans leur bagage génétique une possibilité de se diversifier et de changer pour s'adapter à leur environnement. Ça, c'est ce qu'on croit en termes de créationnisme. Maintenant, on va revenir à notre vocabulaire. Quand on parle d'évolution, si on parle d'évolution en termes de changement, moi, je crois au changement, que les animaux vont changer avec le temps, puis on l'observe, puis on le voit, comme Darwin l'a vu. Ça, ce qu'on appelle là, c'est la microévolution. Mais ce qu'on entend par macroévolution ou évolution, que les gens enseignent à l'école, c'est pas tout à fait ça. Ils enseignent, l'exemple que je donne là, c'est le Pakizitus qui... il y a plusieurs millions d'années, cet animal-là qui est à peu près grand comme un berger allemand. Il ressemble à un gros rat, grosseur berger allemand. Fait que, je pense qu'il y avait déjà eu des problèmes de rats dans un autre bâtiment, mais mettez-les grosseur berger allemand. Ça, c'était un animal qui n'existe plus aujourd'hui, qui est éteint. Fait que la seule chose qu'on a, c'est son squelette. Puis là, qu'est-ce qu'on apprend dans les livres de l'évolution? On dit que ce Pakizitus-là, après plusieurs millions d'années, il s'est transformé puis il est devenu l'Ambulocetus. Puis là, on n'a pas de forme entre les deux, rien, mais l'Ambulocetus, c'est un animal qui ressemblait à la limite avec un phoque, mais avec 2 pattes en arrière, là. Puis il mesure 4,5 mètres. Fait que là, tu es rendu à 12-13 pieds de long, là, même 14 pieds de long. Fait que c'est plus un berger allemand, là. C'est rendu gros pas mal. Puis ça, c'est après quelques millions d'années. Puis là, cet animal-là aussi, on a juste le squelette. Fait qu'on a juste retrouvé un squelette. Puis là, ce squelette-là, après ça, il s'est développé, puis il est devenu plusieurs millions d'années plus tard, le Basilosaurus, qui est la grosseur d'une baleine, mais avec des dents un petit peu adaptées différemment, puis avec encore 2 nageoires, des petites nageoires qui ressemblent à des pattes, là encore. Puis après ça, plusieurs milliers d'années plus tard, on a eu la baleine qui est apparue. Ça, c'est ce qu'on appelle la macroévolution, une espèce qui est devenue une autre espèce complètement différente. Fait que quand que les gens vous parlent d'évolution à l'école, c'est ça qu'ils pensent. Dans leur tête, c'est à ça qu'ils pensent. Qu'un jour, une bactérie est devenue un être humain ou un Pakizitus est devenu une baleine. C'est à ça qu'ils ont en tête. Mais qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui, c'est des changements à l'intérieur d'une même espèce, comme Dieu l'a dit dans la Genèse, selon leur espèce. Puis ça, on le voit. Puis ça, c'est ce que Darwin avait vu. Puis là, il y avait ces 13 pinsons, puis 14 pinsons différents. Puis il avait vu les variations, puis il avait dit, ils sont tous reliés ensemble, puis ils sont tous de la même famille, puis ils ont eu des changements entre eux autres. Puis oui, ça existe, puis on va le voir au travers des animaux, puis les animaux vont changer, s'adapter, mais est-ce qu'ils vont changer? Est-ce qu'ils vont devenir d'autres choses que qu'est-ce qui était déjà? Non, ils vont toujours rester qu'est-ce qu'ils voyaient déjà. Ça, c'est ce qu'on observe. Je vous ai fait un petit trouver l'erreur, voir si vous êtes encore bien réveillés. Je sais que l'évolution est vraie,
parce qu'on voit l'évolution arriver tout le temps. Puis là, j'ai parlé de 2 termes, microévolution, macroévolution. Je sais que l'évolution est vraie. C'est laquelle évolution qui parle quand ils disent ça, les évolutionnistes? La macroévolution, hein? Qu'une bactérie est devenue un scientifique. Ils disent, là, je sais que c'est vrai, ça, qu'une bactérie est devenue un jour un médecin. Parce que je vois l'évolution arriver tout le temps. Un chien devenir un chien un peu différent. Savez-vous que toutes les espèces canines qui existent aujourd'hui, ont à peu près 600 ans d'histoire? Puis avant ça, ils ont commencé à mêler des races, puis à mettre les caractéristiques qui se ressemblaient ensemble, puis croiser pour faire les bergers allemands, pour faire les chihuahuas, puis faire... Ça a à peu près juste 600 ans. Pourtant, c'est toute la même espèce. Je vous donnerais un crâne de chihuahua aujourd'hui, puis de grand danois, puis je mettrais un côté de l'autre. Puis si vous ne connaissez pas ça, puis je vous dis, hey, ça, c'est la même espèce. Vous allez dire, ben non. Ou un bulldog avec le nez plat. Ben non, c'est pas la même espèce. Ben oui, c'est la même espèce. C'est l'espèce canine, c'est les chiens. Ils peuvent se reproduire ensemble. Il y a une grande diversité. Fait qu'on croit au changement. On croit à la microévolution. Ça, on le voit. Ça, on le croit. C'est très, très, très différent pourtant. Fait que vous voyez l'erreur qui est subtile que les gens peuvent glisser. C'est quoi la science maintenant? Ça, les gens, là, je parle souvent en termes d'évolutionnistes, là, je vais parler en termes de science. Souvent, on se fait dire que les créationnistes, vous autres, vous ne croyez pas à la science, vous croyez en la Bible. Puis c'est fini. Mais si on fait une définition de la science, je l'ai pris dans le Larousse, un dictionnaire que le monde connaisse bien, là. C'est un ensemble cohérent de connaissances relatives à certaines catégories de faits, d'objets ou de phénomènes obéissant à des lois et ou vérifiés par les méthodes expérimentales. J'ai sorti les moins importants, là, c'est des faits, des objets, des phénomènes qui suivent des lois ou qui sont vérifiables par les méthodes scientifiques. Ça, c'est vraiment la science. Puis moi, j'ai étudié en sciences, je pense que je suis un scientifique. J'ai passé plusieurs années là-dedans. Simon, il n'a rien compris de ce que j'ai fait, mais c'est pas grave. Mais j'étudiais une petite molécule à la surface de nos cellules immunitaires. Une molécule pour savoir c'est quoi si elle était activée, qu'est-ce que ça faisait, puis comment est-ce que le système immunitaire pouvait se défendre contre des organismes. J'ai passé 2 ans là-dessus, juste à étudier une molécule. Puis là, tu y penses après, tu dis hey, c'est beaucoup de temps pour une petite affaire, mais j'aimais ça, puis je faisais des expériences, puis j'ai répété, puis on recommençait, puis on voulait trouver c'est quoi la fonction qu'il y avait à l'intérieur de ça. Pourtant, je crois qu'on ne vient pas du singe, puis qu'on ne vient pas d'une bactérie. Je n'ai fait de la science. Fait que vous voyez, quand on parle de méthode scientifique, c'est pour tout le monde. C'est pas juste pour ceux qui croient à l'évolution. Pourquoi ça? Parce qu'on croit à une science. Je pense que tu es parti du mauvais bord. Ah non, c'est ça, oui. On croit à une science qui s'appelle la science opérationnelle. C'est une approche systématique qui utilise des observations testables, des expérimentations répétables pour comprendre comment la nature se comporte. Je vais vous donner des exemples de science avec des petites images qui vont tout de suite allumer dans votre tête. C'est clair. Envoyer un homme sur la Lune, est-ce que c'est de la science, ça? Hein? Puis calculer, là, puis en plus, dans ces années-là, pour que la navette parte, quitte l'atmosphère terrestre, réussisse à se mettre en orbite autour de la Lune, puis descendre, puis débarque sur la Lune. Puis en plus, à l'époque, c'était pas tout fait par ordinateur. Tout allait bien, c'était manuel encore. Là. Le chauffeur, il fallait qu'il descende sa navette. Là. À cette heure, tu payes, puis tout se fait tout seul. Mais ça, c'est de la science. Les gens, ils ont fait ça, ils ont calculé, ils n'ont pas manqué la Lune. Ils n'ont pas dit, OK, on te lance, là. Puis là, hop, la Lune est là, puis la navette passe droite. Tu sais, c'est vraiment de la science. La médecine, aujourd'hui, vous allez à l'hôpital, ils vont faire un prélèvement dans la gorge, ils vont dire, tu as telle bactérie qui t'infecte, on va te traiter avec tel antibiotique. Si ça ne marche pas, on va te donner un autre, puis là, on va faire quelque chose. Tu as un os cassé, ils disent, on va te driller ça, on va te séparer ça, on va te mettre une pine. Quand tu penses à ça, mettre une pine, mais ça marche, ça a été répété, ils l'ont fait, ça fonctionne, ça répare les gens. C'est vraiment de la science. Le prochain, ça me dépasse, mais on a un téléphone, puis là, tu pèses des pitons, puis là, ça part dans l'espace, on ne les voit pas, puis là, ça va communiquer avec quelqu'un à l'autre bout de la planète, où tu reçois des messages, où tu peux être sur Internet. Ça, c'est de la science. Les voitures de course qui vont à des vitesses incroyables, puis qui réussissent à coller puis pas s'envoler sur l'asphalte, puis ils ont pensé à ça. C'est de la science expérimentale. Il y a des chrétiens scientifiques, il y en a eu plusieurs. Kepler, qui a le mouvement elliptique, les orbites des planètes. Galilée, qui parlait que la Terre était ronde. Pasteur, il y a le vaccin pour la rage. Edison, qui a inventé la lumière. Puis lui, j'ai une citation de lui que j'aime dire.
ça, c'est Edison qui parlait, c'est un très grand scientifique. Il dit, j'ai un grand respect et une vive admiration pour tous les ingénieurs, surtout pour le plus grand d'entre eux, Dieu. Puis ça, c'est sa notion qu'il avait. C'était des scientifiques, eux aussi. Mais il y avait Dieu en grande estime. Je vais vous en présenter un autre, dans une époque un peu plus moderne, s'appelle M. Raymond Van de Median. Ceux qui comprennent l'anglais, vous allez pouvoir l'apprécier. Je vais le laisser jouer en anglais, la petite vidéo. Puis après ça, je vais tout relire ce qu'il a dit en français pour les autres, fait que vous ne manquerez rien. Donc, Hi, my name is Dr. Raymond Demadian. I'm a young Earth creation scientist and believe that God created the world in 6 24-hour days as recorded in the book of Genesis. Furthermore, I believe that evolution is a lie designed to weaken people's faith in the accuracy of the Bible. By God's grace and the devoted prayers of my godly mother-in-law, I invented the MRI scanner in 1969. The idea that scientists who believe the Earth is 6,000 years old cannot do real science is simply wrong. For years, I have been passionate about helping young people understand that the theory of evolution as the origin of man, as taught in our educational system, has no scientific evidence to support it, and that it is not science, but it is science fiction. Cet homme-là, il a inventé le scanner magnétique, résonance magnétique. Ça, c'est l'instrument qui est quasiment dans les plus précis pour pouvoir faire des diagnostics chez les gens aujourd'hui. Ça a probablement sauvé des millions de vies déjà. Qu'est-ce qu'il a fait comme invention? Puis je vais vous citer qu'est-ce qu'il a dit. Mon nom, c'est Dr. Raymond Demadian. Je suis un scientifique créationniste d'une Terre jeune. Et je crois que Dieu a créé la Terre en 6 jours de 24 heures, comme rapporté dans le livre de la Genèse. De plus, je crois que l'évolution est un mensonge conçu pour affaiblir la foi des gens dans l'exactitude de la Bible. Par la grâce de Dieu et les prières de ma belle-mère, j'ai inventé le scanner à résonance magnétique en 1969. L'idée que les scientifiques croient que la Terre est 6 000 ans ne peuvent pas faire de la vraie science est simplement fausse. Depuis plusieurs années, je me suis passionné à aider les jeunes gens à comprendre que la théorie de l'évolution, en ce qui a trait à l'origine des hommes, telle qu'enseignée dans notre système d'éducation, n'est pas supportée par des évidences scientifiques. En fait, ce n'est pas de la science, mais plutôt de la science-fiction. C'est un homme très intelligent qui a fait ça, puis qui est respectable. Souvent, on se fait ridiculiser parce qu'on croit à la création. On se fait marginaliser, on se fait traiter de personnes pas intelligentes. Je pense que cet homme-là est un bel exemple pour ça. Mais si on croit à la science expérimentale, puis on fait de la science, de quelle science de bord ils parlent, les évolutionnistes, quand ils disent qu'on ne croit pas à la science? Mais ça, c'est la prochaine diapositive. Ils parlent d'une science historique. La science historique, contrairement à la science opérationnelle ou expérimentale, c'est une interprétation des évidences du passé basée sur des idées préconçues, sur des points de vue. Là, je vais vous lister, il y a une liste là, ici de sortes de sciences qui est de la science historique. L'histoire. L'histoire, là, à part l'histoire récente où il y a des gens qui ont été témoins et qui ont pu en témoigner, là, quand on parle de l'histoire du passé, qu'il n'y a pas personne de présent, là, à part l'idée que s'il n'y a pas des traces écrites, des choses-là, c'est une histoire inventée. Vous êtes conscient de ça? On se base sur des faits, on prend des bouts ici et là, puis on compte une histoire. Moi, qu'est-ce qui me fascine, c'est quand je vois les dinosaures. Puis là, ils présentent une émission sur les dinosaures, puis ils ont trouvé des os. Puis là, ils ont trouvé des os, mais avec les os, ils savaient comment l'animal chassait, ils savaient dans quel environnement qu'il vivait, ils savaient de quoi il se nourrissait. Les os, là, souvent, ils les trouvent en plus dans des endroits dépourvus de toute végétation, de forme végétale autour. Il avait l'air d'être dans des déserts ou des choses comme ça. C'est incroyable, toute l'information qu'il en retire. Une fraude qui avait été faite à l'époque, l'homme de Pilton, avec une dent. Avec une dent, il avait fait le dessin de l'homme, qu'est-ce qui ressemblait, sa femme, leur environnement, où ce qui était, qui vivait dans les cavernes, puis tout ça, pour finalement se rendre compte, 50 ans plus tard, que c'est une dent de cochon. Fait que vous voyez, l'histoire, c'est une science historique, c'est pas une science précise qu'on expérimente. C'est un autre type de science. La géologie, même chose. On dit, OK, bon, ces couches géologiques-là se sont déposées successivement sur des millions d'années. Ça, c'est si on a le point de vue évolutionniste puis qu'on a besoin des millions d'années. Si on croit à la création comme Dieu l'enseigne, on peut très bien penser que les couches géologiques se sont déposées au déluge.
ou suite au déluge ou après le déluge. Fait que c'est une interprétation historique des faits. La paléontologie, même chose, archéologie, on retrouve des ruines, puis on réinvente la civilisation avec les ruines. On ne peut pas toujours faire ça, puis il y a des détails qui sont ajoutés, qui sont de la science-fiction un petit peu au travers. Même une enquête policière, on fait notre possible, là, mais il y a une trace de pneus, puis on dit « OK, ben pour une trace comme ça, on est capable de reproduire des choses, mais on ne sera jamais capable d'être dans la voiture quand ça s'est passé, dans la place du conducteur, ou de... On ne peut pas tout connaître les circonstances, on rebâtit qu'est-ce qu'on peut, puis le reste, on l'invente. » Fait que, on voit qu'il y a une science qui est historique. Si je vous parle de cette science historique-là, selon nos points de vue, puis je regarde un oiseau, puis là, les oiseaux, ils sont reconnus pour des plumes. Il n'y a pas beaucoup d'animaux sur la Terre, à part les oiseaux, qui ont ça, qui ont des plumes, puis des plumes qui sont très spécifiques. Puis on veut regarder ces évidences-là d'un point de vue séculier ou des gens qui croient à l'évolution ou d'un point de vue biblique. Moi, du point de vue biblique, les oiseaux ont été créés par Dieu, donc les plumes aussi ont été créées par Dieu. Du point de vue séculier, les oiseaux viennent des reptiles. Fait que les plumes, il a fallu qu'ils évoluent à quelque part. Puis, selon ce point de vue-là, ça vient des écailles des reptiles qui se sont transformés avec le temps en plumes. Fait que ça, c'est le point de vue séculier. Est-ce qu'on l'a déjà vu, ça? Non, mais on va regarder un petit peu plus en détail. On va appliquer la méthode scientifique pour ça. La méthode scientifique, c'est qu'on va faire des observations. Ensuite, on va formuler un problème. C'est quoi le problème selon ce qu'on observe? On va proposer une hypothèse. L'hypothèse qu'on propose, il faut qu'elle soit... Tu peux juste cliquer une fois. C'est important, celle-là. L'hypothèse, pour être valable, il faut qu'elle soit vérifiable et réfutable. Il faut qu'on soit capable de vérifier puis capable de dire oui, c'est vrai ou non, c'est pas vrai. Ça ne peut pas être une hypothèse en l'air que l'on ne saura jamais, là. Après ça, on va faire des expériences. On va le tester. Puis on va pouvoir arriver à une conclusion. Est-ce que ce que j'observais s'explique par mon hypothèse? On va appliquer ça avec les plumes. Avec la prochaine diapositive. Ici, vous voyez l'image qu'on voit dans les textbooks, là, dans les livres, où une plume qui est un écaille va devenir une proto-plume, puis qui va devenir finalement une plume avec le temps. Ça, c'est ce qui est présenté dans les textbooks. Je vais vous lire. Ça, c'est dans un article d'un journal évolutif là, qui parle d'évolution. Au niveau de la morphologie, les plumes sont considérées traditionnellement homologues des écailles reptiliennes. Cependant, les plumes sont différentes des écailles dans leur développement. Bon, ils ne se développent pas pareil. Dans leur morphogénèse, ça, c'est le début de leur formation, là. Dans la structure de leurs gènes. Ils n'ont pas les mêmes gènes, les structures de gènes ne sont pas pareilles. Dans la forme de leurs protéines, ce n'est pas les mêmes protéines pantoute, finalement. Puis dans la séquence de formation de leurs filaments puis de leur structure. Fait que là, vous voyez qu'est-ce qu'il y en a, là. Finalement, la plume puis l'écaille, c'est pas pareil, là. Fait que là, il faut qu'on en fasse devenir une écaille qui devienne une plume avec le temps. On va appliquer la méthode scientifique. Bon, les plumes, qu'est-ce qu'on peut observer? On peut observer leurs composantes, on peut observer leur forme, leurs protéines. On va être capable aussi d'aller dans les gènes, voir d'où est-ce que ça vient, puis tout le niveau génétique, comment c'est fait. Ça, on est capable de le faire. Après ça, on va se poser un problème. Comment les plumes sont apparues? Ça, c'est le problème qu'on a. Bon, mais comment c'est apparu? On va émettre une hypothèse. L'hypothèse, si on croit à l'évolution, c'est que les plumes viennent des reptiles. Est-ce que c'est vérifiable? Est-ce que c'est réfutable? Bonne question. C'est non vérifiable et non réfutable. On va essayer de faire une expérience. Est-ce que vous êtes capable de produire à partir d'une écaille puis des gènes une plume, vous pensez? La réponse, c'est non. On ne pourra jamais l'expérimenter, en tout cas pas avec ce qu'on connaît aujourd'hui. On n'est pas capable. Donc, la conclusion est que croire qu'une écaille de reptile est devenue un jour une plume, c'est une croyance et non un fait scientifique. Mais là, j'aimerais dire quelque chose. Moi, je crois à la création. Puis mon hypothèse, c'est que Dieu a créé ça. Est-ce que c'est vérifiable et réfutable? Est-ce que je peux l'expérimenter? Non plus, hein? C'est pas plus scientifique, la croyance qu'on a. Quand on croit à la parole de Dieu, on croit par la foi, puis on croit à la science historique de la même façon. Fait qu'on n'a pas de réponse autre qu'on croit que ce que Dieu a enseigné. Est-ce que ça fait du sens? Ça fait beaucoup de sens. Hein? On va refaire un autre, trouver l'erreur. Tu crois dans la science. L'évolution est une science, alors pourquoi ne crois-tu pas en l'évolution? Tu crois en la science. Quelle sorte de science? En quelle sorte de science qu'on croit? Vérifiable, expérimentable, testable, observable. Cette science-là, on croit. L'évolution est une science. Quelle sorte de science? Historique. Hein? Alors, pourquoi ne crois-tu pas dans l'évolution? Vous voyez un petit peu le jeu de mots qui peut être fait encore? Où est-ce qu'on peut être facilement influencé?
On croit, par contre, ce que je veux ramener, c'est qu'on croit quand même, nous aussi, en une science qui est historique ou on croit en la parole de Dieu. Dans le débat création-évolution, il y a une réalité, c'est que c'est deux points de vue philosophiques basés sur des récits différents, soit celui de Dieu, qui est la Bible, ou soit celui des hommes, qui appellent la science, mais la science historique et non pas la science expérimentale. Les deux, ça concerne des croyances. Hein? Les deux, ce n'est pas de la science opérationnelle. Fait que c'est un débat. Quand Simon parlait de côté philosophique qui aime beaucoup argumenter, mais le débat peut tourner là aussi. Je pourrais vous présenter plein d'exemples qui montrent que ça fait du sens croire à la création d'un point de vue scientifique, puis je le crois sincèrement. Juste comment est-ce que la vie peut apparaître, la complexité des choses, comment que les organismes se reproduisent selon leur espèce, toutes des choses comme ça. C'est des choses qui montrent que ce que la Bible dit est vrai. Mais est-ce qu'on était là pour le voir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était là quand Dieu a créé? Non, on n'était pas là, on ne l'a pas lu. C'est de la science historique à ce niveau-là. Si on fait un résumé, la microévolution. La microévolution, c'est, comme on voit les pinsons, ça, c'est quelque chose d'observable. C'est une observation qu'on fait. Versus la macroévolution, qu'un jour, un Pachycétus est devenu une baleine ou qu'une bactérie est devenue un homme. Ça, c'est une supposition. On ne l'observe pas, on ne le voit pas, on ne l'expérimente pas. La science opérationnelle, est-ce qu'on l'observe? Oui, c'est une observation. Ça, on le voit. La science historique, c'est une supposition. C'est une supposition. Ce n'est pas quelque chose qu'on va tester et expérimenter. Qu'est-ce que je suppose si je crois à la création? C'est quoi je suppose? Que Dieu existe, puis je suppose que la Bible est vraie. Hein? Si je ne suppose pas que la Bible est vraie, ben, je peux avoir un problème dans expliquer les choses. Hein? J'ai plein d'évidences qui vont le démontrer que la Bible peut être vraie, puis ça va faire du sens, mais ça reste une supposition. Qu'est-ce que je suppose aussi? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le deuxième verset, je suppose que qu'est-ce que Dieu a dit dans la Bible, c'est vrai aussi. Excusez-moi. Car ainsi parle l'Éternel. Ça, c'est Dieu même qui parle. Ça change notre façon de voir la Bible quand on voit que c'est Dieu comme ça qui a parlé de lui. Ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre et qui l'a faite, qui l'a affermie, qui l'a créée, qu'elle ne fut pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Dieu, il dit lui-même au travers d'Isaïe, c'est moi qui l'ai faite, je l'ai créée pour qu'elle soit habitée, qu'elle ne soit pas déserte, puis il a rempli cette terre-là. Qu'est-ce que je crois aussi? Qu'est-ce que je suppose? Je suppose que c'est la foi qui va être impliquée dans ça. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ça implique la foi à ce niveau-là. Ça, c'est qu'est-ce qu'on doit supposer pour croire à ça. Puis, ce que les évolutionnistes souvent manquent de voir, c'est qu'eux aussi, ça suppose la foi. Leur propre croyance suppose la foi de la même façon. Une question légitime qu'on peut se faire poser. Mais si toi, tu me dis que c'est Dieu de bord qui a créé toutes choses, mais qui a créé Dieu? C'est une question légitime. Je pense que les gens ont le droit de poser cette question-là. Ça, c'est la prochaine diapositive. Est-ce que Dieu a besoin d'une cause comme l'univers a besoin d'une cause, vous pensez? Moi, je l'ai la réponse à ça. Je vais vous l'imager, puis je pense que ça va être une façon très facile de pouvoir répondre à cette question-là si quelqu'un vous pose la question. C'est qui a créé Dieu? Bien, c'est un super Dieu qui a créé Dieu. Vous êtes d'accord? Mais qui a créé le super Dieu? Bien, c'est un super Dieu qui a créé le super Dieu qui a créé Dieu. Mais qui a créé le super Dieu? Bien, il y a un super Dieu qui a créé le super Dieu qui a créé le super Dieu qui a créé Dieu. Si on va comme ça à l'infini, est-ce qu'on pourrait avoir un Dieu infini, infiniment grand, un Dieu qui n'a pas de limite? Comment est-ce que Dieu se présente dans la parole quand que Moïse lui demande « C'est quoi ton nom? » Puis là, Dieu, il dit lui-même son nom. « Je suis Yahvé. » Le nom de Dieu, c'est celui qui est, celui qui existe par lui-même, celui qui existe sans cause. Je suis. Dieu est esprit. Fait qu'il n'est pas attaché à la matière comme nous, on est attaché à la matière. Fait qu'il a pu créer la matière. Dieu est en dehors du temps. Il a pu créer le temps. Dieu est en dehors de l'espace. Il n'est pas limité. Il est par-dessus tout ça. Il est transcendant tout ça. Fait qu'il a pu créer l'espace. Il a pu créer le temps. Si on regarde notre soleil et on voit la puissance, puis on se dit qu'il y a des milliards et milliards d'étoiles qui sont comme le soleil, il y a de la puissance dans notre univers. Mais Jésus, il s'est présenté
Abraham comme El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Hein? Celui qui a toute la puissance en dedans de lui. C'est lui, ce créateur-là de l'univers. Puis dans le Nouveau Testament, on voit Jésus-Christ présenté comme le créateur dans Jean 1:1. Au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Puis quand tu arrives au verset 14, tout ce qui a été créé, tout ce qui a été fait par elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole était la vie, la parole a été faite chair. Ça, c'est Christ. C'est Christ, le créateur. C'est lui qui a créé toute chose. Dans Jean 8, il argumente avec les pharisiens, puis il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Il s'attribue le nom de Dieu. Je suis Yahvé, celui qui existe sans cause. Ça, c'est le Dieu puissant qui a créé toute chose. Moi, ça me passionne de voir ça. C'est incroyable. Ce Dieu-là, il s'est abaissé, puis il est venu sur la terre. Qu'est-ce qui va faire le plus de sens? La prochaine, est-ce que l'univers s'est auto-créé par la fluctuation quantique du vide ou il y a un Dieu infiniment puissant qui a créé toute chose? C'est à vous autres de juger, ça va rester une question de foi. C'est pas vrai que c'est de la science, c'est de la science historique. Gardez ça en tête. Ça va rester toujours un acte de foi. Mais ce que la Bible enseigne fait du sens. Le Dieu présenté dans la Bible, c'est le Dieu qui est capable de faire ce qu'on peut voir. Toute l'énergie de l'univers, il fallait qu'elle soit quelque part, il fallait qu'elle soit contenue. Il y a un Dieu qui est capable de faire ça, c'est celui qui est présenté dans la parole de Dieu. Ce Dieu-là a laissé un message dans l'univers. Les cieux racontent la gloire de Dieu. L'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Puissance, majesté, sagesse. Tout ça, c'est raconté dans les étoiles. À l'époque même de David qui écrivait ça, il ne pouvait même pas voir tout ce qui existe. À cette heure, on a des télescopes Hubble qui vont encore plus loin que ce que les yeux peuvent voir. On découvre d'autres galaxies encore plus grandes. Puis c'est immense. Ça manifeste la gloire de Dieu. Dans Psaume 147, versets 4 et 5, ça dit « Il compte le nombre des étoiles et leur donne à tous des noms. Notre Dieu est grand par sa puissance, par sa force. Son intelligence n'a point de limite. » On estime que dans notre galaxie, à nous autres, la Voie lactée, il y a 200 à 400 milliards d'étoiles. On ne sait même pas exactement. De 200 à 400 milliards dans une galaxie qui est la nôtre, il y a des milliards de galaxies. Puis là, ça dit dans la parole que Dieu leur donne à tous des noms. À toutes ces étoiles dans toutes les galaxies, il les a nommées. Ce ne sera pas long, nous autres, il y aurait l'étoile numéro 1, 2, 3. Hein? On commencerait à manquer d'idées. Mais ça, c'est notre Dieu puissant et sage. Mais ce Dieu-là, il était aussi un Dieu personnel. Il n'est pas juste un Dieu grand dans l'univers, un Dieu qui a pris place dans un corps de chair sur la terre un jour pour annoncer un message, pour se révéler aux hommes, pour que les hommes le voient puis le connaissent. Cette parole est certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs dont je suis le premier. Celui qui disait « je suis le je suis », là, il est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Les pécheurs, c'est qui? Dans Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Les pécheurs, c'est ceux qui ont péché puis qui méritent la mort. Puis ça, c'est tout le monde. Il n'y a personne qui rencontre la loi de Dieu, la perfection de Dieu. Puis là, Jésus, personnellement, il est venu prendre place, le Créateur, sur cette terre pour pouvoir sauver les gens qui vont se tourner vers lui. Dans Luc 5, 32, ça dit « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Il faut se reconnaître pécheur, il faut s'humilier devant la création, devant la merveille qu'il a faite, devant qui est le Créateur, qui nous sommes face à lui. J'ai aimé l'introduction. Si on regarde à nous-mêmes, on est pécheurs, on ne mérite rien, mais Christ est venu pour ça, pour venir, pour nous sauver. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, ça c'est Jésus qui a dit ça, a la vie éternelle. Celui qui a sa confiance en Dieu, se repent de ses péchés, se tourne vers son Créateur, son Sauveur, son Seigneur. Il a la vie éternelle. Ça, c'est le message que le Créateur nous donne. Ce n'est pas le message que l'évolution nous donne. L'évolution nous donne un message où on est le fruit d'un hasard cosmique, un jour sur la Terre, qu'on va mourir, qu'on va faire de l'engrais à pissenlit, puis que c'est fini, puis il n'y a pas rien. C'est pas un message d'espoir. Hein. Et la Bible enseigne un autre message, qu'il y a un Créateur tout-puissant qui a tout fait, cette terre-là, à cause du péché, la terre est dans une déchéance, ce qu'on appelle aujourd'hui l'entropie. Tout s'en va vers le désordre, se désorganise. Même l'être humain, la race humaine s'en va avec les mutations en se désorganisant. Tout ça, c'est la conséquence du péché. Mais Dieu est intervenu personnellement dans sa création.
en envoyant son Fils mourir pour des pécheurs, appeler des pécheurs à la repentance. Je vous remercie pour votre attention. Je vais vous laisser avec des ressources. Ceux qui ont besoin d'approfondir ça parce qu'ils ont des discussions avec des gens ou d'autres ou pour leur culture personnelle, il y a un site francophone qui est l'Association des sciences créationnistes du Québec. Je suis conférencier dans cette association-là. Il va y avoir du matériel tantôt à l'extérieur. Vous allez voir, on le vend le matériel, ça peut subventionner après ça qu'on puisse produire d'autres choses. Puis il y a aussi d'autres sites qui sont très bons en anglais. Institute for Creation Research, Answers in Genesis, Creation Ministry International. C'est des bons sites qui vont présenter la création, une création biblique, qui vont mettre la Bible en premier dans qu'est-ce qu'ils vont enseigner. Puis je vous encourage à aller fouiller aussi là-dessus si vous voulez. Il y a beaucoup plus de matériel en anglais qu'en français. Je peux laisser la diapositive là peut-être en attendant que... C'est bon, merci.